L'information au centre de la révolution. Innovation. Perception du savoir. Le socle du magazine d'actualité JOS. Voilà, mesdames, messieurs, très ravageux de vous voir, de vous parler, de partager ces instants avec vous. Je crois que vous me connaissez, non? C'est Inès Toumba qui revient aujourd'hui pour les comptes de ce magazine d'actualité JOS pour vous informer, bien sûr. Et notre devoir, c'est de vous offrir les amples informations de tout ce qui a trait avec les actualités de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi on est obligé de vous servir, de vous occuper pour un moment. Partagez cette émission, suivez-la attentivement et abonnez-vous pour nous encourager de pouvoir continuer à travailler pour vous servir. Derrière la caméra, je salue comme ça Taylor Moulumba et aussi je salue l'assistance de Pluvière qui est avec nous. Voilà, on est ensemble, on travaille. Le souci, c'est de pouvoir accompagner le vrai, je le dis bien, les vraies informations, la bonne façon de parler. Nous n'allons pas faire comme eux. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous sommes en face de l'honorable Moukadi, que j'aime beaucoup. Il sait parler. C'est l'honorable député honoraire. Il a servi ce pays avec tout son cœur. Mais voilà, comprenez qu'avec l'ancien régime, les personnes de bonne foi n'ont pas eu à tenir pendant longtemps parce qu'il y avait trop des histoires. Nous les savons tous. Un homme a plusieurs casquettes. Vous allez le découvrir en parlant. C'est avec lui que nous allons parler des actualités pour aujourd'hui. Très bien, merci. Ça prouve déjà que vous allez bien, mais est-ce que votre pays, le Congo, va aussi bien? Oui, d'une manière générale, le Congo va bien. En dehors de l'insécurité qui sévit à l'est de notre pays, mais le pays avance quand même. Le pays avance. Alors, déjà, comment est-ce que vous embrassez la rentrée parlementaire de nos députés, les porte-parole de la population? Cette fois-ci, nous aurons de grandes surprises qui seront réalisées. Il y aura de lois qui seront votées importantes. Oui, d'emblée, je veux dire que la session, cette session, elle est constitutionnelle, elle est consacrée au budget de la nation. Et comme vous le savez, le gouvernement vient de déposer un projet de budget évalué à 14 millions de dollars. C'est pour la première fois. Et je pense que les députés vont devoir se pencher là-dessus pour pouvoir un peu travailler sur ce budget et voir de quelle manière le gouvernement pourra, étant autorité budgétaire, de quelle manière le gouvernement pourra pratiquement mettre en place son programme d'action. Et l'enjeu aussi, un autre enjeu majeur, c'est la question liée aux élections. Je crois assurément qu'il y aura élection en 2003. Et là, on doit devoir, les parlementaires doivent devoir s'atteler sur la question, notamment par rapport au calendrier qui sera traité là. Et je crois qu'ils sont engagés pour pouvoir le faire. Et nous attendons d'eux un grand travail, un bon rendement. Vous avez dit pour la première fois, un grand budget, une grande somme doit être mise en jeu. Pourquoi la première fois? Et vous pensez que le gouvernement n'est pas prêt? Non, parce que nous sommes partis avec l'ancien régime de 4 milliards. Avec le nouveau régime, on a fait 8 milliards. Et nous sommes à 14 millions. Ça, c'est un exploit. Et c'est pourquoi j'ai dit c'est pour la première fois qu'ils vont devoir se pencher sur un budget de cette taille-là. Et je pense qu'on doit améliorer. On peut aller dans, pourquoi pas de 14 à 16 millions, à 16 milliards. C'est ça que cette documentation, c'est ça le travail qu'on attend d'eux. Et je pense qu'ils vont s'atteler là-dessus. Oui, bien sûr, mais selon vous, vous êtes passé par là, mais présentement, vu le besoin, quelles sont les nécessités, quelles sont les couches sensibles qui, normalement, doivent attendre et palper la somme là pour voir quand même un bon... Non, les attentes sont nombreuses de la part de la population.
Je crois que nous devons dire de manière générale cerner les problèmes. Ce n'est pas en un jour qu'on va résoudre tous les problèmes du pays. Je pense que le social pèse encore. Il y a des priorités en ce qui concerne le social. Il y a la santé, l'accès à l'eau, les infrastructures. Et je pense que le gouvernement est en train de faire un travail qui va dans le sens de l'amélioration et des changements positifs des conditions de vie de notre population. Et je crois que ça se fera. Et c'est déjà, parce qu'on voit déjà les œuvres qui sont en train d'être faites. Bientôt 2023, vous saluez déjà le travail du gouvernement. Comment jugez-vous l'apport du ministre? Ils sont à combien de pourcents représentatifs, combien de pourcents réalistes, opérationnels, fonctionnels? Parce que vu le nombre, déjà, ça ouvre une branche de parler. Donc, je ne sais pas, peut-être la question est mal posée. Je donne un satisfait au gouvernement. Je n'ai pas dit qu'ils sont à 100% dans l'action sur terrain, mais les efforts sont tentés d'être fournis. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par une baguette magique qu'on va résoudre tous les problèmes du Congo. Il faut savoir que ces régimes arrêtaient le pays dans quel état. Ça, ils devront le reconnaître. Alors, c'est petit à petit, c'est-à-dire que le développement, tout d'abord, lui-même, c'est un processus. Le développement ne se fait pas en un jour, c'est une démarche processuelle. Et les priorités, on ne résout pas tous les problèmes en une fois, mais il y a des priorités, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons les problèmes d'eau. Vous savez, à Kinshasa, déjà, le captage de l'Emba Imbu, c'est déjà un pas franchi. Et à l'intérieur du pays, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués, surtout avec le plan de développement des 145 territoires. Et le pays est trop vaste. Il y a beaucoup de problèmes, mais je vois, avec ce gouvernement des Warriors, il y a la bonne volonté et je pense que nous y arriverons. Là, vous avez répondu un peu d'une manière générale. Moi, je voudrais que vous alliez un peu plus, avec beaucoup de précision. Ne dites pas que vous êtes en train de prendre la place de l'une ou l'autre, parce que vous avez un peu généralisé. Moi, j'ai pas mal posé ma question, mais elle est claire. Selon vous, votre regard par rapport au gouvernement, déjà par rapport aux commentaires, aux dires sur le toit de la population, ce n'est pas tout le ministre qui sert. Ah non, je veux dire, je ne suis pas là pour juger tel ou tel autre ministre. Je crois qu'il y en a, c'est-à-dire, il y en a, là je vais citer, là vous me demandez à pouvoir juger chaque ministère. Alors, non, pas un constat, c'est-à-dire vous me demandez de juger chaque ministère. Mais nous savons qu'il y a des ministres qui sont au devant de la scène. Il y en a d'autres qui ne valent pas la peine d'être au gouvernement, ça je l'ai dit clairement. Mais je ne voudrais pas citer ici, d'une manière sectorielle, c'est un ministre, non. Je dis, il y a des ministres qui font un travail appréciable sur le terrain, et il y en a qui ne méritent pas d'être au gouvernement. Alors, vu le quota déjà, le nombre de ministres qu'on a aujourd'hui dans le gouvernement, prochainement, pour un nouveau gouvernement, serait-il encore important d'avoir un grand nombre, un grand chiffre de ministres comme ça pour laisser la charge à d'autres personnes et d'autres ne vont pas travailler? Et là, je pense qu'on passe déjà au coulage de recettes. Non, attends. Le nombre de ministres dépend de l'environnement politique. Vous savez que ce sont des quotas. Comme le nôtre. Oui, ce sont des quotas. C'est-à-dire qu'en politique, il y a ce qu'on appelle ceux qui vous accompagnent en politique ont toujours une récompense. On doit toujours servir, mais on ne sait pas servir tout le monde. Et le nombre de ministres, je pense que ce sont des effets de prince. On peut avoir 15 ministres avec une action inefficace, tout comme on peut avoir 70 ministres avec une action efficace. Tout dépend de l'engagement et de la volonté de la direction du Premier ministre sous l'égide du Président de la République. Attends, sous l'égide du Président de la République, parce que c'est lui qui est porteur de la vision politique de gouvernance. Et c'est à lui d'impulser l'action gouvernementale. Et je pense que dans le nombre de ministres me préoccupe peu. Peut-être vous faites allusion qu'il coûte trop cher au budget de l'État. C'est ça le problème. Mais il faut avoir un quota. Oui, ce sont remercier les gens et en même temps, c'est la population qui paye le population. Non, pas du tout. Vous savez, il faut avoir une équipe costaud pour servir. Non, vous savez, il y a une fausse lecture que font les gens sur la manière de gouverner ou de gérer la chose publique.
Tout se fait en nombre parce que vous ne pouvez pas seul gérer. Vous savez, depuis 60 jusqu'à ce jour, aucun parti n'est majoritaire. On a eu la majorité au Parlement pour former un gouvernement. Ce sont les alliés. Et quand on fait des alliances en politique, on ne fait pas les alliances. Ce ne sont pas des cadeaux qu'on se donne. Alors, on s'attend à un partage, pas dans le sens vulgaire comme vous voulez le signifier. C'est un partage entre des partenaires politiques pour pouvoir gérer la République. Même pas, mais on vise l'intérêt de la population. Mais justement, ça dit que le gouvernement travaille pour l'intérêt de la population. Le gouvernement ne travaille pas pour leurs intérêts. Ils travaillent, ils ont un programme. C'est pourquoi le gouvernement a un programme. Mais déjà avec la prolifération des partis politiques aujourd'hui, pour qu'on en arrive là et parler de quota, parler de remercier, penser à ceux qui ont soutenu, vous voyez un peu où on en revient. Alors, Non, je pense qu'on peut déjà réduire. Non, c'est une manière traditionnelle. De vous n'allez pas changer le monde aujourd'hui. Vous n'allez pas changer la gestion, vous n'allez pas changer la réalité politique qui est la nôtre. Ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'on n'invente absolument rien, partout au monde, parce que nous avons voulu la démocratie. La démocratie vous dit quoi? La démocratie, c'est-à-dire que l'instrument essentiel de la démocratie, ce sont les élections. Et quand on va aux élections, si vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes obligé de composer avec les autres. Et lorsqu'on compose avec les autres, ils doivent, c'est-à-dire que vous composez avec eux, et dans les partages des responsabilités, avec un programme commun, c'est ça qui est en train d'être fait. On n'a rien inventé. Voilà, je crois qu'on évolue déjà. C'est l'honorable Moukadi qui parle avec nous, honorable honoraire. Mais allez-vous encore postuler cette fois-ci parce que 2023, c'est les élections? Non, je pense, je ne me prononce pas encore, mais je pense que j'ai des ambitions politiques. Peut-être que c'est le moment de se prononcer. J'ai des ambitions politiques, cela n'est pas exclu, je suis... Hormis la députation que vous avez eu à fréquenter, à palper de vos propres mains par rapport à l'expérience que vous avez aujourd'hui, vous avez d'autres casquettes? J'ai dit, ce sont des ambitions politiques. Pourquoi pas servir mon pays au gouvernement? Ou servir mon pays autrement que d'être dans les institutions. Ça veut dire que Donc, si vous avez d'autres casquettes, vous êtes passé par où? Votre expérience? Non, j'ai commencé, il y a belle lurette. J'ai commencé avec le groupe du consensus, avec le maréchal Mobutu. Nous avons soutenu le maréchal Mobutu. Et nous sommes passés par la conférence nationale souveraine, où nous avons voté Etienne Tshisekedi comme premier président. Et je suis passé par la coordination des alliés de l'ISOR, de Kossor. J'ai été élu vice-président de la société civile du Kasaï oriental et j'ai été désigné comme député. Alors j'ai une longue expérience derrière moi politique. Je vis la politique au quotidien. Donc là, vous êtes dans quel parti politique présentement? Non, je suis coordonnateur d'un mouvement politique et social dénommé la dynamique de la nouvelle alliance congolaise. C'est un mouvement social, évidemment avec une fonction politique que nous faisons. Et au moment opportun, nous allons nous adhérer dans un parti politique selon notre entendement qui va devoir être en harmonie avec un projet de société qui nous sera présenté. Mais jusque-là, nous ne sommes pas inscrits dans un parti politique quelconque. Pourquoi vous n'êtes pas tenté? Vous n'êtes pas tenté d'aller peut-être vers l'UDPS? Non, l'UDPS c'est un allié naturel. Moi, partout où je passe, on considère que je suis membre de l'UDPS. L'UDPS a des sympathisants, et parmi les sympathisants de l'UDPS, j'en suis un. C'est un parti naturel, je suis allié naturel de l'UDPS, je suis sympathisant de l'UDPS. Partout où je passe, on me considère comme étant de l'UDPS, mais en tant que membre de l'UDPS, au sein de l'UDPS, non. Je ne suis pas de l'UDPS. Voilà, 2023, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, selon vous, selon votre regard, sera réélu? C'est le choix du peuple présentement là? Mais là, c'est une bonne question qui mérite une réponse. Le président Félix Tshisekedi, qu'on appelle communément Fachi, je pense que ça, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas pour plaisanter, je dis c'est un don de Dieu. Parce qu'avec son avènement, nous avons... C'est-à-dire que le Congo s'est remis debout. Le Congo s'est remis debout. Et ce qu'il est en train de faire, je parlais tantôt de sa vision. Voilà quelqu'un qui vous présente... Quand j'entends certaines personnes parler, parce que les moins informés qui disent que le président n'a pas une vision politique, moi je m'en moque. Parce qu'ils ne lisent pas, ils ne sont pas informés. Et pourtant, le président est porteur d'une vision claire, limpide. Cette vision est axée sur 4 axes stratégiques.
vous avez l'homme, la bonne gouvernance, la croissance économique et la solidarité communautaire. Et beaucoup n'en parlent pas. Fondé sur les 20 piliers. Alors, lorsqu'on est moins formé, on sait dire n'importe quoi sur le président de la République. Dans ses réalisations, vous voyez, je parlais tantôt du programme de 145 territoires. Mais imaginez-vous, madame, avec ce programme, on booste pratiquement le développement dans les 45 territoires. C'est ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Je pense qu'il a 70% de chances de sa jubessière. Et quand je vois en face, je voulais parler de l'opposition, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, c'est du vide. Quand vous prenez de l'opposition, c'est lui qui a parlé, parce que vous n'en parlez pas. La personne qui a parlé de la vérité des urnes, je dis, mais non, c'était un mythomane pratiquement, hein, qui du jour au lendemain change de langage, change de position. Et je ne vois pas comment est-ce que lui peut faire face au président Félix Tshisekedi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Depuis Tshisekedi sera réélu, je suis avec toi, et dans votre plateau ici, je reviendrai pour vous dire, pour fêter la victoire de Félix Antoine Tshisekedi. Je crois qu'il n'y a pas... Donc, jusque-là, le président Félix n'a pas de concurrent. Jusque-là, l'opposition n'existe pas. Donc, selon vous, c'est d'accord. Alors, voilà, la CENI est déjà prête. La CENI s'annonce comment? Et d'ailleurs, avant ça, est-ce que, selon vous, allons-nous passer aux élections avec nos cartes d'électeurs, ou alors faudrait d'abord commencer par le recensement, obtenir la carte d'identité qui va permettre aux vrais Congolais de passer aux élections francs? Je crois les informations à ma possession, parce que la CENI, vous parlez, c'est l'organe qui organise les élections. Lorsque je suivis le ministre des Finances, il a dit qu'il a déjà disponibilisé une partie importante d'argent à la CENI. Et que la CENI elle-même dit nous n'irons plus aux élections. Cette fois-ci, avec les cartes d'électeurs, nous irons avec la carte d'identité pour reconnaître le vrai Congolais, des pères et des mères. Et c'est déjà une avancée. Je crois, dire comme faire, que cela va devoir se faire. Et je ne doute pas qu'il ne puisse pas s'organiser les élections en 2023. Je ne pense pas que nous serons à ce stade-là. Nous aurons bel et bien des élections en 2023. Et ceux qui rêvent que les élections ne se organiseront pas, qui attendent un dialogue, je ne pense pas, nous aurons des élections et le président sera élu. Notre président sera réélu. Mais on va faire le recensement. Un bon recensement est franc. Oui, c'est-à-dire que c'est plus facile. C'est le recensement, comme on le pense, le recensement scientifique, soit-il ou administratif, nous procédons à ces recensements-là. Et l'identification, c'est l'identification, parce que nous savons, nous connaissons. Moi, je connais un étranger. S'il y a un étranger sur mon avenir, je sais dire que c'est un étranger. Okay. Je sais renseigner au recenseur que tel est. Et attention, il ne faut pas enrôler ces messieurs-là, identifier ces messieurs, c'est un étranger. Ouais. C'est plus facile. C'est plus facile. Oh là là. Là, on n'aura pas besoin de témoins exagérés, de témoins, je ne sais pas sortir d'où. Le Congolais eux-mêmes doivent d'abord être témoins de leurs proches. Mais nous savons, nous connaissons, dans chaque avenir, nous connaissons qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à chercher. Peut-être même les frontières et les provinces qui sont aux frontières de notre pays, mais les gens, les natifs la connaissent pratiquement. Quand vous traversez, vous dites attention, celui-là vient de l'autre côté. Nous connaissons. Les Congolais se connaissent entre eux. Alors, on chute déjà, mais avant de chuter, je ne pourrais pas passer sans poser cette question. Est-ce que le chef de l'État a des ennemis ici dans notre pays? Non. Ça, c'est un terme un peu fort. Ennemi, je ne pense pas. Il a des adversaires. Je voudrais bien atténuer pour utiliser le terme adversaire. Il a des adversaires politiques. Mais au fait, le président de la République est en face des gens qui ne l'aiment pas. Parce que celui qui ne vous aime pas n'est pas votre ennemi. Il n'a pas d'empathie vers vous. Et effectivement, nous voyons, je voudrais bien citer, je vais les nommer bien. Quand vous voyez le monsieur Fayoulou, quand il parle du président de la République, vous trouvez à ces messieurs-là qui n'aiment pas son prochain, qui exalte la haine vers le président de la République. Et il entraîne dans son entourage les gens qui n'ont aucune responsabilité dans ce pays à pouvoir jeter des colibés au président de la République. Et ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon. Et je pense que la politique, c'est l'art, c'est l'argument. Il faut avancer des arguments. Dernièrement, il a soulevé, il a fait un baise pour ce qui concerne les émoluments des députés qui toucheraient 21 000. Moi, je me dis, mais est-ce que c'est tellement aujourd'hui qu'il se rend compte
que les députés touchent 21 000. Et pourtant, il a des députés dans son parti politique. Il était bien informé. Pourquoi avoir attendu? Non, ça c'était pour jeter en pâture le président de la République qui avait dit qu'il faut améliorer les conditions des députés. Moi, j'en sais quelque chose. Le député n'a pas l'argent. Quand vous allez chez un député, chaque matin, vous voyez des gens, une ribambelle, une flopée de gens qui sont là-bas en train de demander le social. Le social, c'est un problème de notre pays. On doit résoudre le social, c'est-à-dire donner un salaire décent à tout le monde, mais qui n'est pas jeté en pâture comme ça. Un député n'est pas un cudam, n'est pas un monsieur n'importe qui. Non, il faut respecter les gens, parce que lui, qui est législateur, à supposer qu'il est dans les mauvaises conditions, vous attendez quoi de lui? Il va vous voter, il va faire de mauvaises lois. C'est ça un peu un problème. C'est-à-dire, moi, je trouve ça, ça ne me concerne pas. Alors, voilà, je dirais quoi? Je vous ai eu un peu en retard. Vous n'étiez pas là, comprenez-nous. En tout cas, juste une dernière question, on va faire un pas en arrière. Selon vous, vous étiez satisfait de la libération de Vital Kamerhe et aujourd'hui, chercher à réapparaître dans la scène politique, ça nous vaut vraiment la peine, ou alors là, ça vaut la peine par rapport aux enjeux politiques de notre pays, par rapport à la population qui a eu à parler, à dire un mot plus surtout. Alors c'était sur le programme 100 jours, il fallait soutenir, il fallait voir le merveille, mais ça n'a pas été, et la population était d'accord sur l'arrestation de Vital Kamerhe. Et du coup, il est sorti libre, et voilà qu'il veut déjà s'élancer pour dire le retour de Vital Kamerhe sur la scène politique en RDC. Madame, ça, me connaître l'envergure ou la personnalité politique de Vital Kamerhe. Mais si la justice a pris une décision, je ne vois pas pourquoi moi je vais commenter une décision judiciaire. Mais dis-moi. Non, ça dit que l'IGF n'est pas une instance, n'est pas un parquet. L'IGF n'est pas un parquet, ça dit. Il a ses preuves qu'il a avancé. Mais lorsque la justice prend une décision, vous allez vous opposer à quoi? Et avant, il y avait aussi la justice, il était en face de la justice. Mais il a fait 2 ans en prison. Mais quand la même justice trouve qu'il n'y a pas d'indice de culpabilité sur la personne, elle prend la décision de libérer. Mais quand... Non, ça dit... Ça, c'est l'opinion. Il y a des choses. Non, ça, c'est l'opinion. Non, une décision judiciaire est différente d'une opinion publique. Mais maintenant, la question que vous posez, il rentre dans la société. Quand est-ce que la justice condamne? Non, quand il y a des indices de culpabilité, on vous condamne. Vous l'étiez condamné. Mais si. Mais comme la même justice se rend compte qu'il avait peut-être condamné par défaut, il dit quoi? Il a relâché, je ne sais pas. Là, on ne peut pas épiloguer là-dessus. Il est libre, mais l'opinion, c'est... C'est comme si cette fois-ci, vous manquez les arguments. L'autre fois, on a eu à parler là-dessus. Il était condamné, vous avez parlé, ou alors vous avez soulevé quelques points négatifs sur le fait de son arrestation. Mais aujourd'hui, apparemment, vous êtes en train de changer. Mais je suis quelque peu déçu de son relâchement, de la décision de la justice. Je suis un peu déçu, parce que c'était un procès pédagogique. Et maintenant, lui-même, pour récupérer le capital confiance de la population, il lui est difficile. Il lui est difficile, pratiquement. Parce qu'il a été présenté comme un détourneur. Il a passé 2 ans en prison. C'était faux. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ouais. J'ai dit, il a été présenté comme un détourneur. Et tout le monde a compris comment est-ce que cela a été. Et bon, la justice nous a surpris par son relâchement. Nous sommes surpris. Nous sommes un peu déçus aussi par la décision judiciaire. Mais en tant qu'acteur politique, il doit faire un effort de reconquérir encore cette personnalité politique, la crédibilité, je voulais dire. Il doit faire un effort. Il doit faire un effort parce qu'il est mal vu au sein de la société. Il est mal vu au sein de la société. Il doit en être conscient et il doit un peu tempérer ses ardeurs. Parce que du point de vue moral, non, il est mal vu. Il est mal vu. Il ne peut même pas apparaître en 2023. Non, il est libre, c'était un acteur politique, il est libre, mais il doit lui-même, la conscience doit lui reprocher de s'interdire de certaines choses. La caravane initiée que j'ai vue à l'Est, je me disais, mais pourquoi il veut faire quoi? Il veut aller négocier avec le M23, mais tout ça, ça va rimer à quoi? Parce que nous savons que notre gouvernement a pris position pour dire que ces gens-là sont des terroristes et il n'y a pas de négociation à faire avec eux. Bon, lui, il va, je ne sais pas pour
que le gouvernement revienne sur la décision prise, je ne sais pas. Mais aussi, hein, oui, oui, j'ai appris que les gens se sont fiers, mais j'ai appris qu'il y a une bonne partie de la population, mais je ne veux pas dire que tout le monde qui n'est pas d'accord avec sa démarche. Et j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, et il doit tirer conséquences. Voilà, je crois que c'est fini. Ah oui, oui, c'est ce que j'avais. Dernier mot, qu'allez-vous dire à la population congolaise qui vous suit depuis ici à Kinshasa et puis à l'étranger de notre pays sur la venue de ces événements, comme je peux le dire déjà en 2023, les élections? Là, j'anticipe déjà pour dire à la population de faire confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelé affectueusement Fachi, et qu'il a un programme pour ce pays. On doit lui donner la chance. Vous savez que les 5 ans d'Iran, il n'a pas pu faire 5 ans, les 4 ans. Hein? 2 ans avec la Covid, 2 ans avec des croche-pattes de la part des anciens alliés, 2 ans, nous sommes dans les tourments. Alors, il fait un effort de pouvoir sortir et il faut qu'on lui donne confiance. Et déjà, j'ai dit que dès le mois prochain, nous commençons la campagne de vulgarisation et de sensibilisation de sa vision. Et les provinces pilotes, j'allais dire, nous partons avec la ville de Kinshasa, qui est la ville pilote, où nous devons expliquer clairement la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette vision qui est claire, mais qui est moins connue des gens, faute de communication. Et nous devons faire un effort pour pouvoir faire connaître cette vision afin que la population puisse s'en approprier. Je pense que je ne peux que déjà vous remercier. Vraiment de vous remercier. Voilà, je vous réponds très prochainement et très rapidement d'ailleurs. Mais pour aujourd'hui, on vous dit déjà au revoir. Mais avant ça, je pense que vous avez suivi cette émission, partagez-la. Abonnez-vous massivement pour nous encourager. Critiquez-nous, ça va nous faire encore grand. Alors derrière la caméra, je vous remercie déjà. Pluvia Lutumba, je vois Taylor Moulumba qui est à côté de nous. Et aussi, sans oublier le président national du MDPC. Hein, vraiment toujours au four au moulin à côté de la population pour servir et soutenir la vision du chef de l'État, le président Jean-Paul Toumba Kapita. Alors, vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup. Inès Toumba vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez fidèles chez nous. L'information au centre de la révolution. Innovation. Perception du savoir. Le socle du magazine d'actualité JOS.